Bonjour à tous, un moment de philosophie consacré à la notion d'identité. Alors tout d'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo. Et si vous appréciez à la fois le contenu de cette pastille de philo et le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça contribue à la visibilité de la chaîne et à son développement. Alors cette notion d'identité est une notion extrêmement vaste, elle est évidemment un enjeu actuel. L'identité, ça va du très concret au très abstrait. En parlant d'identité concrète, on peut parler de l'identité de notre corps, notre identité physique, notre identité génétique, notre identité sexuelle, qui est un enjeu important des débats, des discussions actuelles. On peut parler de notre identité sociale, qui renvoie à notre fonction, notre utilité sociale, notre place dans la société, notre statut. On peut parler de notre identité spirituelle ou religieuse. Quand on dit « je suis chrétien »,« je suis musulman »,« je suis juif, catholique, hindouiste » ou que sais-je, on décrit bien une identité qui renvoie à notre comportement, notre manière d'être, nos croyances, notre regard sur le monde et d'une certaine façon à notre manière d'exister. Donc l'identité va du très concret, du quotidien, au très abstrait. Alors il y a le principe d'identité en logique qui a été formulé par Aristote dans son ouvrage La métaphysique. Ce principe d'identité qui vaut en logique et en mathématiques et qu'on peut résumer par la formule très simple A égale A. Une chose est même qu'elle-même est différente de toutes les autres choses. Ça peut même aller, cette question de l'identité, jusqu'à des questionnements métaphysiques. Qu'est-ce qui fait finalement l'identité d'une chose? Il y a une célèbre formule de Leibniz, qui était un philosophe allemand du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Leibniz, dans une célèbre formule, affirme la chose suivante: un être, et il met l'accent sur être, est toujours un être, et il met l'accent sur un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une somme, dans une réunion de parties, dans un amas de choses, ce qui constitue l'existence de cette réunion, c'est toujours l'identité et la réalité des parties constitutives de cette réunion. Nous dirions, pour paraphraser Leibniz, que c'est toujours l'individualité, ce sont toujours les individus qui composent un tout qui constituent ce tout. Même si, évidemment, un tout peut avoir lui-même une identité, c'est-à-dire être quelque chose d'organisé et pas simplement quelque chose de réductible à la somme de ses parties. Donc on voit bien que l'identité, c'est une notion extrêmement vaste et que pour l'aborder, il convient d'avoir quelques distinctions intellectuelles. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de nous appuyer sur un philosophe anglais célèbre du XVIIe siècle, qui est John Locke. John Locke, dans son essai sur l'entendement humain, qui a paru en 1690, plus précisément dans le livre 2, chapitre 27, John Locke propose quelques distinctions intéressantes au sujet de l'identité. Je vous propose de nous plonger dans sa réflexion, quelle que soit notre opinion au final sur la portée ou la pertinence des distinctions proposées par John Locke, elles ont le mérite de proposer un cadre de départ à la réflexion. C'est toujours intéressant de les connaître. C'est parti, on y va. Alors par quoi commence John Locke dans ce chapitre 27 du livre 2 de l'essai sur l'entendement humain? John Locke commence sa réflexion en distinguant deux genres d'identité. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler l'identité qualitative. L'identité qualitative, qu'est-ce que c'est? C'est l'identité soit d'une chose avec elle-même, à travers le temps, soit de deux choses entre elles.
c'est l'identité qui repose sur les qualités, les caractéristiques, les propriétés d'une chose. Par exemple, deux choses peuvent se ressembler comme deux gouttes d'eau. On dit alors que c'est du pareil au même et que ces deux choses, si elles sont totalement identiques du point de vue de leurs propriétés, de leurs qualités, si elles sont totalement ressemblantes, elles apparaissent presque comme deux exemplaires d'une même série. Nous-mêmes, si on réfléchit à notre identité, si à travers le temps nous conservons la même énergie, le même enthousiasme, les mêmes passions, les mêmes relations sociales, le même comportement, on peut dire que de ce point de vue-là, nous sommes toujours les mêmes, nous avons gardé des propriétés, des caractéristiques qui sont identiques. Cette identité qualitative, elle est donc de l'ordre de la ressemblance. John Locke utilise un terme à ce propos, il parle de mêmeté. Quand deux choses sont les mêmes ou qu'elles apparaissent avoir les mêmes propriétés ou les mêmes caractéristiques, ou quand une chose, un être, un individu reste d'un certain point de vue le même à travers le temps. Le terme anglais c'est sameness, le fait d'être le même qu'une autre chose ou de rester le même d'un certain point de vue à travers le temps. Nous dirions c'est la mêmeté. Donc premier type, premier genre d'identité, l'identité qualitative, la ressemblance. Deuxième genre d'identité, l'identité, on pourrait dire numérique. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que l'identité numérique? C'est le fait d'être une seule et même chose à un point du temps et éventuellement à travers le temps. Être une seule et même chose, ça n'est rien d'autre que d'être un individu, une individualité. Si vous pensez à vous, quand vous dites à propos de vous-même que vous êtes toujours vous-même ou que vous êtes vous-même ou que vous parlez de vous en insistant sur votre différence par rapport aux autres, vous soulignez le fait que vous êtes un individu qui est différent de tous les autres. C'est ça être soi-même. Être soi-même, c'est être même que soi et différent de tous les autres, c'est-à-dire de tous les autres individus. Si on met à côté de moi un sosie, quelqu'un qui du point de vue d'identité qualitative est, comment dirais-je, me ressemble comme deux gouttes d'eau et presque indiscernable du point de vue des qualités, on peut presque s'y laisser tromper, on peut me confondre avec mon sosie, mais il n'en demeure pas moins que je suis un individu différent de l'individu qu'est mon sosie. On voit bien la différence entre l'identité qualitative, qui est de l'ordre de la ressemblance, et l'identité numérique, qui est le fait, quelle que soit la ressemblance entre des choses, qui est le fait pour une chose ou pour un être d'être lui-même, être soi-même, c'est-à-dire être même que soi, donc un individu, une individualité, et donc différent de tous les autres individus, quelle que soit la ressemblance de ces autres individus avec vous. Là aussi, il est question de mêmeté, être le même que soi, être soi-même. On est toujours dans l'ordre de la mêmeté, dans cette idée de sameness en anglais. Donc on le voit, il y a deux genres d'identité. D'abord la ressemblance, ce qui nous fait dire par exemple devant deux choses que c'est du pareil au même, que ce sont les mêmes choses. Vous êtes devant deux tables, deux chaises qui se ressemblent, vous vous dites mais finalement cette chaise c'est la même. Ce sont deux chaises qui sont les mêmes. Et puis l'identité numérique qui font que, eh oui, même si ces deux chaises se ressemblent, ça reste deux individus distincts. Alors évidemment, ce qui est étonnant dans la formule de Locke pour comprendre l'individualité, l'identité numérique, le fait d'être le même que soi et différent de tous les autres, c'est que la chose, on la compare à elle-même, à un instant T ou à chaque instant du temps, elle est même qu'elle-même et différente de tous les autres. Et vous-même, si j'ose dire, vous êtes vous-même à chacun des instants du temps et donc différent de tous les autres. Mais on voit que pour penser votre identité numérique, votre individualité, il y a une sorte d'auto-comparaison. Vous êtes à la fois le sujet et l'objet de votre propre comparaison. C'est ce fameux concept de mêmeté. On pourrait dire que il y a une sorte de coïncidence de vous avec vous, une sorte d'auto-coïncidence. Je suis même que moi, je suis moi-même et donc je me distingue de toutes les autres choses, de tous les individus, quelle que soit leur ressemblance avec moi.
Alors Locke prend soin de préciser que cette définition de l'individualité, de l'identité numérique, elle s'applique pour une même espèce de choses. Je prends un exemple. Si on prend deux corps, quelle que soit leur ressemblance, chacun d'eux va occuper à un certain instant du temps une certaine position dans l'espace. Même si les deux corps se ressemblent comme deux gouttes d'eau, même si on les met côte à côte, il n'en demeure pas moins que chacun de ces corps occupe une position différente dans l'espace et qui fait que on ne peut pas les confondre, ce sont bien deux individus distincts. En tout cas, c'est l'idée de Locke pour souligner qu'il y a une exclusion de chacun de ces deux corps qui exclut tous les autres individus de la même espèce. Alors ça donne lieu à de nombreux débats philosophiques dans lesquels je ne vais pas entrer tout de suite. Par exemple, un auteur comme Leibniz qui critique Locke dans un livre qui s'appelle « Les nouveaux essais sur l'entendement humain ». Leibniz prend comment dirais-je, la peine de souligner qu'à ses yeux, deux corps peuvent occuper le même espace, le même point d'espace. Il prend l'exemple de deux rayons de soleil qui se croisent et qui, au point de leur intersection, occupent le même lieu. Mais Leibniz est très critique vis-à-vis de Locke et il ne manque pas une occasion de lui faire des objections. Mais ce que Locke veut nous dire, c'est qu'on a une façon de définir donc l'identité qualitative, la ressemblance, et l'individualité. Ça repose donc sur ce concept de mêmeté, sur cette comparaison, soit une comparaison entre deux choses, soit une comparaison d'une chose avec elle-même, à chacun des instants du temps. Et ce que Leibniz veut nous dire, c'est que si on pense à l'hypothèse d'une âme peut exister au même endroit qu'un corps. Si on pense que nous possédons une âme qui est liée à notre corps, cette âme, elle occupe évidemment à travers le corps, à travers l'ouverture au monde que lui offre ce corps, elle occupe, si j'ose dire, la même position, le même lieu que ce corps. Mais cette âme, c'est une espèce de chose différente de ce qu'est le corps. Voilà pour ces premières précisions et pour ces deux genres d'identité qui sont distingués par John Locke. John Locke va s'intéresser ensuite aux différents types d'individus qui peuvent exister dans l'univers. On y va. Alors, que nous dit John Locke au sujet des différents types d'individus ou d'individualités possibles? John Locke commence par les masses sans organisation. Il s'agit d'amas, de tas, d'amoncellements, de parties qui ne sont pas structurées, qui ne sont pas organisées entre elles. Il y avait un jeu auquel je jouais dans mon enfance qui s'appelait le Mikado. C'était des brindilles qui étaient jetées de façon éparse, qui étaient amoncelées. Il fallait pouvoir retirer une brindille sans faire bouger les autres. C'est un petit peu le problème auquel se confronte Locke quand il essaie de définir l'identité de ces tas, de ces amas sans organisation. Locke nous dit, mais il suffit qu'une partie de cet ensemble change, ou que l'on retire, ou que l'on ajoute une partie à ce tas, à cet amoncellement, pour que l'identité du tout change. Et oui, parce que le tout n'est dans ce cas que la réunion, la somme des parties qui le constituent. Et si l'identité des parties qui le constituent change, alors l'identité du tout change aussi. Donc premier cas, les masses sans organisation. Deuxième cas, les corps organisés. Alors les corps organisés, à quoi est-ce que cela renvoie? Cela renvoie aux animaux, aux végétaux, et cela renvoie aussi à nous-mêmes dans la mesure où nous avons un corps vivant, nous sommes un corps vivant, nous avons une dimension biologique, animale. Qu'est-ce qui fait l'identité d'un arbre depuis la semence qu'il était à l'origine jusqu'à l'arbre pleinement accompli? On peut penser à un chêne au bout de plusieurs centaines d'années, en passant par toutes les étapes intermédiaires. Par exemple, le moment où il a été un arbrisseau. Qu'est-ce qui fait qu'un végétal reste le même depuis sa semence jusqu'à son accomplissement, voire jusqu'à son dépérissement?
De même, qu'est-ce qui fait qu'un animal reste le même? Je prends l'exemple des animaux qui naissent par gestation. Qu'est-ce qui fait qu'un animal reste le même depuis le fœtus qu'il était dans le ventre de sa mère, de sa génitrice, jusqu'au moment de sa mort? Pensons à un être humain et à la dimension biologique de l'être humain. Qu'est-ce qui fait qu'un être humain, du point de vue de son identité d'être vivant, qu'est-ce qui fait que c'est le même être vivant entre le moment de sa conception, le moment de sa gestation dans le ventre de sa mère, jusqu'au moment où, si on imagine un humain qui vivrait vieux, qui vivrait âgé, jusqu'au moment où cet humain, cet être vivant, expire son dernier souffle. Qu'est-ce qui fait son identité? C'est évidemment un corps organisé. Locke propose la définition suivante. Locke nous dit que l'identité des corps organisés repose sur la structure, l'organisation, la permanence de cette structure à travers le temps, à travers le changement graduel des parties qui constituent cet être vivant. Alors si on voulait aller un peu plus loin que la définition de Locke, on pourrait dire que c'est la continuité du principe vivant, ce principe d'organisation, de structuration, cette continuité de ce principe de structuration, d'organisation, à travers le changement graduel des parties qui constituent un être vivant. Locke, lui, ne s'intéresse pas beaucoup au premier moment d'élaboration, de structuration de l'être vivant, il pense plutôt en termes de structure, en termes d'organisation déjà constituée. Donc l'identité des corps vivants, des êtres vivants, c'est la permanence d'une structure, d'une organisation à travers le changement graduel des parties qui constituent cet être vivant. Alors John Locke est influencé par un célèbre problème qui est le problème du bateau de Thésée. C'est un problème que les philosophes avaient déjà abordé dans l'Antiquité. Alors vous connaissez sans doute ce personnage mythologique qu'est Thésée. Thésée dans la mythologie, c'est le fils d'Égée qui est le roi d'Athènes et il pèse sur Athènes une malédiction, un malheur qui est que tous les 9 ans, la cité d'Athènes doit payer un tribut au roi Minos, qui est le roi de Crète, en envoyant tous les 9 ans 9 jeunes gens et 9 jeunes filles qui doivent être, si j'ose dire, servis au Minotaure, donnés en pâture au Minotaure. Le Minotaure, vous le savez, c'est cette bête mythique, mythologique, mi-homme, mi-taureau, qui vit dans un labyrinthe qui a été élaboré par Dédale. Et donc on jette les jeunes gens et les jeunes filles dans le labyrinthe, ils ne retrouvent jamais la sortie, finissent par rencontrer le Minotaure qui les tue, qui les mange, qui les dévore. Et Thésée, avant de partir pour tuer le Minotaure, car c'est l'acte héroïque qu'il veut accomplir, fait un pacte, se met d'accord avec son père Égée et lui dit que s'il revient vainqueur, il va faire partie donc des 7 jeunes gens qui vont être donnés en tribut au Minotaure, il lui dit que s'il revient vainqueur, à son retour, il mettra des voiles blanches à son voilier. Alors vous connaissez peut-être l'histoire, je la fais brève évidemment. Thésée séduit Ariane, la fille du roi Minos. Ariane, avec sa pelote de laine, lui permet, en dévidant la pelote, de retrouver son chemin dans le labyrinthe. Il affronte le Minotaure, il arrive à vaincre le Minotaure, il arrive à sortir du labyrinthe, il s'enfuit avec Ariane, mais il doit délaisser Ariane sur l'île de Naxos. Pourquoi? Parce qu'elle avait été promise, fiancée au dieu Dionysos. Et pour ne pas rentrer en conflit avec le dieu, il finit par abandonner Ariane. Alors il y a des fresques très célèbres à Pompéi. Plus exactement, elles ne sont plus à Pompéi, elles ont été mises au musée national de Naples, où on voit Dionysos qui est guidé par des amours qui lui montrent Ariane qui est endormie sur l'île de Naxos. Thésée, lui, est éploré de cette perte et il oublie dans sa tristesse de mettre les voiles blanches qu'il avait promis de mettre à son père. Et Égée, quand il voit le navire revenir avec non pas des voiles blanches mais des voiles sans doute noires, se jette dans la mer, se suicide et donne son nom à la mer dans laquelle il se jette, la mer Égée. Alors je vous raconte tout ça, pourquoi? Parce que le bateau de Thésée
revient au port d'Athènes et évidemment on conserve ce bateau comme une relique, mais le bateau de génération en génération finit par s'altérer et il faut changer la poupe, la proue, les cordages évidemment, il faut changer, il faut refaire le carénage du navire et puis de génération en génération, finalement on finit par changer toutes les pièces du vaisseau, toutes les pièces du navire. Si bien qu'à la fin il n'y a plus aucune des pièces d'origine qui constituent le bateau de Thésée. Donc imaginez-vous être devant le bateau de Thésée, on vous dit que c'est le bateau de Thésée, on l'a conservé depuis l'époque glorieuse de Thésée, mais plus aucune des pièces, rien, pas une corde, pas un élément du bateau quel qu'il soit, plus aucune des pièces n'est d'origine. Est-ce que c'est le même bateau ? Bien Locke, d'une certaine façon, répond que oui, c'est le même bateau. C'est le même bateau, pourquoi ? Parce que, vous avez déjà la réponse, il a la même structure, il a conservé la même structure, la même organisation de l'ensemble des parties, qui est demeurée la même à travers le changement graduel des parties. Et oui, si on avait détruit le bateau de Thésée, si par exemple il avait pris feu dans un incendie et qu'on l'eût reconstruit à l'identique, eh bien, c'eût été un autre individu, c'eût été une copie certes conforme au bateau de Thésée, qui était l'original, mais ce serait un autre individu qu'on aurait reconstitué, je dirais depuis ses fondements, à neuf. Or, dans le cas du bateau de Thésée, du point de vue de Locke, la conservation de la structure à travers le temps, à travers le changement graduel des parties, fait qu'on peut toujours dire que c'est le même bateau. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, c'était d'ailleurs un sujet de discussion, de polémique. Déjà dans l'Antiquité, on trouve chez Plutarque une allusion à ces discussions entre philosophes au sujet de ce problème d'identité que pose le bateau de Thésée. Mais si on y réfléchit précisément, on constate que ce problème du bateau de Thésée, c'est notre problème en tant qu'être vivant. Si on réduit, je dirais, notre identité à l'identité biologique, au problème de notre identité, entre guillemets, animale, on voit bien que, et l'on sait, que toutes les pièces, si j'ose dire, qui nous constituent ne sont plus d'origine. Toutes les cellules qui vous constituent actuellement ne sont plus les cellules qui vous constituaient quand vous étiez nourrisson. Il y a des cycles cellulaires, des cycles de régénération de chacun des organes et de l'ensemble des tissus humains. Cycles cellulaires qui font qu'au cours du temps, plus aucune des pièces, si j'ose dire, qui constituent l'individu vivant que vous êtes, n'est une pièce d'origine. Alors, tout le monde n'a pas le même avis sur le bateau de Thésée. Pour celles et ceux qui veulent avoir un avis divergent de Locke, à la même époque que Locke au XVIIe siècle, ils peuvent se référer à un texte de Thomas Hobbes qui est dans le Décorporé, c'est le livre 2, chapitre 11, où Thomas Hobbes, lui, parle de ce problème. Toujours est-il que du point de vue de Locke, nous avons vu deux types d'identité, les masses sans organisation, les tas, les amas, les amoncellements, etc. Et de l'autre côté, les corps organisés, les êtres vivants, qui sont caractérisés par la permanence d'une structure à travers le changement graduel de leurs parties. Il y a un troisième type d'identité, selon Locke, qu'il faut distinguer des précédents, c'est l'identité psychique, on pourrait dire psychologique, c'est l'identité de ce que John Locke appelle la personne. Cette identité, elle repose sur notre conscience. Alors qu'est-ce qu'une personne, si je voulais résumer, c'est le fait de se penser, de se concevoir, de se réfléchir comme soi-même. Ce n'est pas simplement être un corps, c'est être un esprit qui perçoit sa propre identité, sa propre individualité. John Locke nous dit la chose suivante, c'est être une personne, c'est être un être pensant, intelligent, doué de raison, doué de réflexion, et qui est capable de se considérer soi-même comme soi-même, en divers lieux et en divers temps. Alors cette identité de la conscience, elle est fondée sur une faculté particulière de la conscience qui est la réflexion. Alors la réflexion, tiens, il y a un petit fil devant la caméra, je l'enlève. Pardonnez-moi. Alors cette réflexion, quelle est-elle, quelle est sa fonction? La réflexion, c'est, comme son nom l'indique, la capacité de réfléchir.
de réfléchir ses actes, de réfléchir ses actions, de réfléchir ses pensées, de réfléchir ses propres sentiments. C'est-à-dire que c'est la capacité de saisir sa propre individualité, c'est une individualité qui se réfléchit elle-même. On peut penser à l'exemple du miroir, qui est un exemple matériel de réflexion. Donc un être doué de réflexion, quand il fait une action, quand il vit un sentiment, quand il a une sensation, il réfléchit ce sentiment, cette action, cet acte de volonté, et il sait que c'est lui qui fait cet acte, il sait que c'est lui qui veut telle ou telle chose, il sait que c'est lui qui éprouve tel ou tel sentiment. C'est pour ça qu'un être, un individu psychique peut s'exprimer à la première personne en disant « je veux ceci, j'ai fait cela, j'éprouve tel ou tel sentiment ». Donc la réflexion, c'est le fait de s'attribuer sa propre vie psychique, émotionnelle, affective, les actes que l'on fait, ses propres idées, ses propres croyances. Une auto-attribution qui permet tout simplement de s'approprier sa propre vie. Donc voilà ce que nous dit Locke, c'est un troisième type d'identité, l'identité psychique, c'est le fait d'être un individu qui est conscient de lui-même comme étant lui-même, qui peut parler de lui-même en disant moi-même, qui saisit sa propre individualité, qui se réfléchit à travers ses actes, ses sentiments, etc. Et qui donc s'approprie sa vie psychique, affective, émotionnelle et ses actes en général. Alors on a vu ce qui faisait la continuité de l'identité physique à travers le temps, on a parlé du bateau de Thésée, mais qu'est-ce qui fait la continuité d'un individu psychique à travers le temps? Eh bien, puisque la conscience nous donne cette saisie de l'identité à chacun des instants de notre temps, de notre vie, qu'est-ce qui fait que nous pouvons continuer à nous identifier à travers nos actes, nos propos, nos pensées, en différents temps? Eh bien, John Locke nous dit c'est tout simplement la mémoire, ce sont nos souvenirs. Pourquoi? Parce que la mémoire retient les images du passé, les impressions du passé, les actes que nous avons faits, les pensées, les croyances que nous avons eues, les choses que nous avons dites. Et non seulement il retient, la mémoire, en tout cas nos souvenirs retiennent ces images mentales, mais ils retiennent aussi la réflexion qui a accompagné ces actes, ces propos, ces pensées, ces idées, ces sentiments que nous avons eus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un acte à un instant T, je sais que c'est moi qui le fais, ma conscience réfléchit l'acte que je suis en train de faire, je sais que j'en suis le sujet, je me l'attribue à moi-même, je vis cet acte comme le mien, je peux m'en sentir donc responsable, voire coupable, en tout cas on peut m'imputer la responsabilité de l'acte que je fais, je me considère en tout cas comme l'auteur de cet acte. Et si j'y repense dans 10 ans, si j'ai le souvenir de cet acte, je continue de me l'attribuer à travers le souvenir. Pourquoi? Parce que mon souvenir aura conservé évidemment l'image mentale de l'acte que j'aurais fait, mais aussi l'acte de réflexion qui aura marqué cette image mentale d'une attribution, d'une appropriation. C'est comme une empreinte, c'est comme un sceau, c'est comme une marque qui est posée sur nos images mentales. Nos souvenirs à la fois nous font nous rappeler des choses que nous avons vécues, mais aussi nous font continuer à nous attribuer les choses que nous avons faites, les sentiments que nous avons éprouvés. Et donc c'est cette mémoire qui donne la continuité à notre identité psychique à travers le temps. On a vu 3 identités. On a vu l'identité d'état ou des amas, des amoncellements, des réunions de choses qui sont sans organisation. Nous avons vu l'identité des corps organisés, l'identité des êtres vivants. Vous vous souvenez, c'est le bateau de Thésée. Et nous avons vu aussi l'identité psychique, psychologique qui nous constitue en tant que personne. Il reste un 4e type d'identité. C'est l'identité de l'âme. Alors, attention parce que John Locke ne dit pas que nous avons une âme, il ne l'affirme pas comme une vérité certaine. Du point de vue de notre connaissance naturelle, nous ne pouvons pas conclure sur cette existence de l'âme. Nous pouvons avoir des arguments probables, nous pouvons avoir une croyance. Mais admettons que l'âme existe, en tout cas elle peut
exister. Alors il y a différentes façons de la concevoir, mais quoi qu'il en soit, si l'âme existe, elle a bien une identité. Et c'est une identité qu'il nous faut distinguer des trois types d'identités qu'on a énoncés précédemment. Alors, il y a plusieurs façons de concevoir l'identité de l'âme. On peut concevoir l'âme comme une aura, comme une énergie. On peut concevoir l'âme comme ayant une dimension corporelle. Mais Locke la conçoit, cette âme, si elle existe, il la conçoit comme quelque chose de métaphysique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il la conçoit comme quelque chose non seulement d'incorporel, mais d'immatériel. C'est-à-dire quelque chose qui n'occupe pas d'espace, qui n'a aucun corps, qui n'est constitué par aucune matière. C'est donc une substance immatérielle. Locke est influencé en cela par la pensée de Descartes et il est influencé aussi, par toute une tradition de pensée qui remonte à Platon et qui distingue radicalement l'âme du corps. Donc l'âme, si elle existe, c'est une identité qu'il nous faut penser, qui se distingue des trois autres types d'identités que nous avons énoncées, et Locke la conçoit, si jamais elle existe, comme une substance immatérielle. Alors admettons que l'âme existe, admettons même que ce soit notre âme qui pense quand nous avons une conscience, une identité psychique, admettons même que ce soit notre âme qui soit le support de cette pensée qui est la nôtre. Admettons que certes le cerveau a une activité, bien sûr, mais que le cerveau ne soit que le moyen pour notre âme d'exister dans un corps et d'avoir des pensées. Même si l'on pose que l'âme est le support de la pensée, de la conscience, donc le support de l'identité psychique, il n'en demeure pas moins qu'il faut la distinguer de l'identité psychique. Pourquoi? Eh bien, Locke prend l'exemple des réincarnations. Alors je sais, ça peut sembler un peu farfelu, mais l'âme peut exister, quoi qu'on en pense, ça reste une possibilité de l'esprit pour celles et ceux qui ne croient pas en l'existence de l'âme, et si l'âme peut exister, l'âme peut en théorie se réincarner. Alors si l'âme se réincarne, que se passe-t-il? On voit bien que si vous avez été par exemple un Égyptien ou une Égyptienne qui a vécu 3000 ans avant Jésus-Christ, et qu'ensuite vous avez été un Romain ou une Romaine de l'Antiquité, et ensuite un Vénitien ou une Vénitienne de la grande époque de Venise du XIVe ou du XVe siècle, et qu'ensuite vous avez été, je ne sais pas, un baron ou une baronne anglaise du XVIIIe, et que vous êtes maintenant la personne que vous êtes, on voit bien que vous avez eu des identités psychiques différentes, des consciences différentes, des personnalités différentes, des vies psychiques différentes. Même si c'est toujours la même âme qui a fait ce trajet et ces réincarnations, Locke nous dit que si jamais nous n'avons aucun souvenir de vie antécédente ou de vie précédente, nous ne sommes en rien la même personne. Il prend un exemple célèbre. Si vous avez la même âme que Socrate et que vous avez un souvenir de la vie de Socrate, alors oui, vous êtes la même personne que Socrate, du moins pour ce qui concerne ce souvenir. Si vous n'avez qu'un seul souvenir, vous êtes semblable à Socrate, mais sur un souvenir seulement. Vous ne partagez la vie psychique de Socrate que de façon très exiguë. Et donc Locke nous le dit, l'identité psychique, c'est à la fois la conscience, la réflexion à chacun des instants de notre vie, et c'est aussi la mémoire, le souvenir de notre vie passée. Si une âme ne conserve pas le souvenir de vies antérieures, on voit bien que c'est un principe d'identité différent de la conscience, différent de l'identité psychique. Voilà, nous avons 4 types d'individus possibles: les masses sans organisation, les corps organisés, les individualités psychiques et éventuellement, si on l'admet, l'identité de l'âme. On peut passer au point suivant. Alors, quelle est la pertinence des distinctions que Locke a mises en place? Dans quelle mesure la distinction entre les 4 types d'individus que nous venons de voir, dans quelle mesure est-ce que cette distinction éclaire notre vie psychique, notre vie en général? Dans quelle mesure est-ce que ces distinctions apportent une intelligibilité ou nous rendent plus compréhensibles les cas que nous pouvons traverser dans l'existence?
Bien, tout d'abord, Locke prétend que les distinctions qu'il a mises en place, et notamment la distinction entre l'individu vivant, l'individualité physique, et l'individu psychique, ce qu'il appelle d'un côté l'identité de l'homme ou la femme, et de l'autre côté l'identité de la personne, il prétend que cette distinction permet d'éclairer des cas qui concernent par exemple les intermittences de notre conscience. C'est vrai que notre conscience connaît des interruptions. Par exemple, l'interruption quotidienne, c'est celle du sommeil. Évidemment, quand vous croisez quelqu'un qui est endormi, vous avez un individu vivant face à vous, qui est plongé dans son sommeil, mais on ne peut pas dire que son identité psychique, sa conscience soit présente. Il ou elle, d'un point de vue conscient, du point de vue de l'identité psychique, n'est pas présent au monde. Évidemment, il suffit de le réveiller pour que cette personne soit de nouveau consciente d'elle-même et de son environnement, mais plongée dans le sommeil, cette personne a d'une certaine façon perdu sa conscience momentanément. Donc la distinction entre l'individu vivant, l'homme ou la femme que vous êtes, et de l'autre côté la personne, l'individualité psychique que vous êtes, elle a une application, pourrait-on dire, presque quotidienne. Il y a d'autres cas d'interruption ou d'intermittence de la conscience, par exemple si vous perdez connaissance, si vous vous évanouissez, ou si vous êtes en état de somnambulisme. Évidemment, si on croise quelqu'un qui est en état de somnambulisme, est-ce qu'on peut dire que c'est encore la même conscience, la même individualité psychique que celle qu'on a croisée dans la journée avec qui on a discuté? John Locke a une pensée assez radicale, il dit que non, il prétend que non. On peut, un même corps, un même individu physique, un même homme, une même femme, peut à différents moments du temps avoir différentes consciences, différentes identités psychiques. Si on voulait aller encore plus loin, alors là c'est un exemple qui n'est pas pris par Locke, mais prenons le cas de la possession, qu'on y croit ou pas, hein, en tout cas comme cas de réflexion. Si quelqu'un est possédé par un esprit, par une force maléfique, la personne ne s'appartient plus, elle n'a plus la même identité psychique, c'est toujours le même corps vivant qui agit, c'est donc le support physique des actions est toujours le même, hein, bien sûr. Mais dans ce corps, ça n'est plus la même conscience qui est à l'œuvre. Il y a aussi d'autres cas que Locke prétend éclairer par ces distinctions. Ce sont tous les cas d'altération de la conscience ou de la vie psychique. Par exemple, on peut prendre des cas d'altération qui sont si grands qu'ils opèrent comme des effets de rupture au sein de notre propre existence. Par exemple, si quelqu'un est en état d'ébriété, je ne parle pas simplement d'être gai, mais si quelqu'un est vraiment très aviné et en état vraiment total d'ébriété, peut-on dire que cette personne s'appartient encore dans ses actes, ses pensées, ses sentiments, ses propos? Est-ce qu'on peut dire que c'est encore la même individualité psychique, la même conscience qui s'exprime? On peut penser à des consommations de substances hallucinogènes ou de substances qui sont des drogues dures, qui peuvent altérer la vie psychique de l'individu et conduire à des actions après que la personne soit regrette ou dans des actions dans lesquelles la personne ne se reconnaît pas. Il y a d'autres altérations, par exemple quand on éprouve une passion très très forte, qu'on entre dans une colère homérique, on dit souvent qu'on est hors de soi et on peut être dépassé par la colère, perdre, comme on dit, perdre les pédales, ne plus s'appartenir, faire des actes qui ne nous ressemblent pas. Donc il y a tout un ensemble d'altérations, il y a évidemment le cas de la folie, de la crise de démence. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un qui a une crise de démence, qui agit sous le coup de cette démence, est toujours la même personne? Locke prétend que non. Selon Locke, on ne confond pas, on ne doit pas confondre un homme ou une femme dans son bon sens et ce même homme ou cette même femme, donc cet même individu physique, quand il est dans un état de démence, son individualité psychique, sa conscience n'est plus la même, cette personne ne s'appartient plus. Et puis il y a aussi les cas de dysfonctionnement de la conscience ou de la mémoire et du souvenir. On peut penser au cas de l'amnésie. Si par exemple vous vous réveillez un matin dans une chambre d'hôpital, que votre corps n'est pas trop altéré, donc vous avez toujours la même identité physique, vous êtes toujours le même homme ou la même femme d'un point de vue physique, génétique, biologique,
Mais si vous vous réveillez et que vous avez tout oublié de votre vie sentimentale et que quelqu'un se présente à vous en vous disant bonjour, je suis ta femme, je suis ton mari, et que vous ne reconnaissez pas, ni cette personne qui se présente à vous, ni vos éventuels enfants, est-ce qu'on peut dire que vous êtes toujours la même personne? Ça pose un certain nombre de problèmes. Alors Locke a une vision assez radicale, assez tranchée, puisqu'il dit qu'un même homme et une même femme peut, à différents moments du temps de sa vie, être différentes personnes, avoir différentes identités psychiques. Et le fait est que la pensée de Locke nous permet de penser des cas de dissociation entre l'identité psychique et l'identité physique. On parle beaucoup à l'époque actuelle des personnes qui ne se reconnaissent pas dans leur sexe, qui se vivent en dissociation avec leur identité biologique ou physique. Et cette dissociation entre l'identité psychique, l'identité de la personne, de la conscience, de l'être pensant, intelligent, comme le dit Locke, doué de raison et de réflexion, qui se considère comme soi-même comme soi-même à différents moments du temps, cette identité psychique, elle peut ne pas se reconnaître dans une identité physique. Alors c'est tout un drame évidemment que de ne pas, entre guillemets, se correspondre et qu'il y ait une telle dissociation, un tel divorce entre le psychisme et le physique. Mais en tout cas, les distinctions posées par Locke permettent d'envisager à travers cette grille d'analyse les cas d'expérience qui constituent des débats actuels. Alors, il faut dire que la pensée de Locke est assez paradoxale. Évidemment, si vous avez oublié quelque chose, pour Locke, cette chose qui ne fait plus partie de vos souvenirs ne fait plus partie de votre individualité psychique. Donc les limites de l'identité personnelle, ce sont les limites de la conscience et de la mémoire. C'est un paradoxe évidemment, parce que si vous croisez quelqu'un qui se rappelle d'une chose que vous avez faite il y a 10 ou 20 ans, et que vous-même vous ne vous en souvenez plus, paradoxalement cette personne vous impute une action que vous ne vous imputez pas à vous-même. Donc cette personne peut vous rappeler une action en vous disant mais tu te souviens de ce que tu as fait tel jour, à telle heure, etc. Et vous-même, si vous ne vous rappelez pas de cette action, ou que vous vous en rappelez mais sans vous l'attribuer, en vous disant qu'il y a bien quelqu'un qui a fait cette action mais que ce n'est pas vous, que vous ne vous reconnaissez plus dans cette action, d'une certaine façon, on vous impute une action qui n'est plus la vôtre du point de vue de votre vie psychique. Pourquoi? Parce que pour Locke, la conscience donc fonde notre identité psychique. Cette conscience, elle fonde ce qu'on peut appeler l'autorité, le fait d'être l'auteur d'un acte. Et cette autorité, elle fonde la responsabilité. Vous ne portez la responsabilité d'un acte que si vous-même vous l'avez fait. Et donc si on vous rappelle une chose que vous avez totalement oubliée, dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas, qui ne vous appartient pas, que vous avez totalement éludé, ou dont vous contestez l'imputation, vous faites face, comment dirais-je, à une imputation qui vous semble erronée, parce que ça ne fait plus partie de votre identité psychique. Donc la conscience, elle fonde la personnalité, l'identité personnelle. Cette personnalité, elle fonde l'autorité, le fait d'être l'auteur d'une action. Cette autorité, elle fonde la responsabilité morale, juridique, et cette responsabilité, elle fonde l'imputabilité. On ne peut légitimement vous imputer que les actions dont vous vous souvenez, que vous vivez encore comme les vôtres et dans lesquelles vous vous reconnaissez. Voilà la pensée de Locke qui est effectivement paradoxale. Alors Locke se fait des objections à lui-même. On va voir quelques objections qu'il se fait à lui-même. On y va. Alors Locke sait très bien que sa pensée, ses distinctions entre les différents types d'identité, la façon qu'il a d'affirmer radicalement que notre identité physique peut être distincte, voire dissociée de notre identité psychique, il sait très bien que cette démarche risque de rencontrer des objections et donc il les anticipe. Effectivement, que dire de quelqu'un qui ne se reconnaît plus dans une action que cette personne a faite, en tout cas que de notre point de vue cette personne a faite? Que dire de quelqu'un à qui on veut reprocher quelque chose et qui nous dit « mais écoute, je ne me souviens plus de cette action, ça ne me dit rien, je ne me reconnais pas dans cette action, je ne l'ai sans doute pas commise, je n'en ai plus le souvenir, ou si j'en ai le souvenir, je ne me reconnais pas dans cette action. C'est donc que je n'étais pas moi-même au moment où je l'ai faite, et donc elle ne fait pas partie de mon identité psychique. Je n'en suis pas l'auteur, je n'en porte pas la responsabilité. »
Que dire donc de cette démarche intellectuelle qui limite l'identité, qui la borne aux limites de nos souvenirs, de notre auto-attribution, de nos pensées, nos sentiments, nos actes et nos propos? Et surtout, que peuvent faire les tribunaux face à quelqu'un dont la ligne de défense en venant à la barre serait la suivante. Écoutez, on me reproche une action, je ne m'y reconnais pas, je l'ai oubliée, ou bien cette action je l'ai faite mais dans un moment, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est mon corps, c'est bien ce support physique qui a agi, mais la conscience qui a agi au moment où cette action a été commise n'était pas la mienne, j'étais dans un état où je ne m'appartenais pas, soit un état d'ébriété, soit dans une crise de démence, soit dans autre chose, ou alors je suis frappé d'amnésie, je ne suis plus cette personne à qui vous reprochez des choses. Est-ce que les tribunaux peuvent accepter cette ligne de défense? Alors John Locke n'est pas naïf. Tout d'abord, John Locke précise que sa distinction vaut bien. Évidemment, si on pose la question, est-ce que je ne suis pas toujours ou pour toujours la personne que j'ai été une fois? John Locke nous dit qu'il y a une ambiguïté dans le je. Je, en tant qu'homme, peut être différentes personnes à travers le temps. Donc tout dépend à quoi le je renvoie. Je, en tant qu'homme ou en tant que femme, j'ai pu faire des choses, j'ai pu être le support physique d'action, mais je, en tant que conscience, peut être différent, ou en tout cas, un corps peut avoir différentes consciences psychiques à travers le temps. Le cas de la démence le prouve. Pour John Locke, on ne doit pas condamner un être qui est dément pour une chose que ce corps, cet individu aurait fait quand il était dans son bon sens, et inversement, quelqu'un dans son bon sens ne doit pas être condamné pour ce qu'il aurait fait, enfin lui il passe son identité psychique, mais son corps aurait fait lors d'une crise de démence. Néanmoins, John Locke n'est pas naïf, il sait très bien que les tribunaux ne peuvent pas accepter cette ligne de défense de façon généralisée. Que nous dit John Locke? Eh bien John Locke nous dit qu'il y a un pragmatisme nécessaire des tribunaux humains. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a la preuve du fait, une preuve objective, un fait constatable qui a été commis, en tout cas par un corps, par un individu psychique qui à un moment, psychique physique, qui à un moment a agi, qui a fait une action. Et de l'autre côté, il y a éventuellement la bonne foi, la seule bonne foi de la personne qui viendrait à la barre dire « écoutez, je ne suis plus la personne à qui vous voulez imputer cette action ». Et entre la seule bonne foi d'une personne qui a tout intérêt à plaider non coupable et la preuve objective du fait, il n'y a pas photo, les tribunaux humains ne peuvent pas se reposer uniquement sur la bonne foi d'une personne. Même si des cas, effectivement, des circonstances atténuantes peuvent être reconnus pour quelqu'un qui aurait été plongé dans un état second, qui aurait une crise de démence, etc. Donc il y a un nécessaire pragmatisme des tribunaux humains, mais Locke tient à préciser que ça ne remet pas en cause le fondement de l'identité personnelle qui reste la conscience. Et ce que John Locke dit, c'est que les tribunaux humains, ils courent toujours le risque, évidemment en étant pragmatiques, de faire une injustice. Effectivement, quelqu'un peut arriver à la barre et être amnésique. Quelqu'un a pu à un moment avoir une crise de démence, ne pas se reconnaître dans une action qu'il n'a d'une certaine façon pas commise parce que c'est son corps qui a agi, mais dans un moment où il ne s'appartenait plus lui-même. Donc il y a toujours le risque d'une injustice et John Locke a une porte de sortie. Il nous dit que finalement c'est Dieu qui, sondant les cœurs et les reins, sondant les consciences, pourra juger les êtres selon leur réelle conscience des actions qu'ils ont commises, selon leur, leur autorité, le fait d'avoir été l'auteur de quelque chose, et selon leur réelle responsabilité. Voilà la réponse de John Locke qui se fait des objections à lui-même et qui donc, anticipe les éventuelles objections auxquelles il pourrait faire face et qui tient à soutenir sa distinction entre les différents types d'identité. Toutefois, il y a eu quelques objections supplémentaires, évidemment, faites à John Locke. Je vais les énoncer assez rapidement, je ne vais pas m'attarder sur elles, mais je vais simplement les mentionner. C'est tout de suite. Alors il y a plusieurs objections qu'on peut faire à John Locke. Il y a une objection que j'ai un peu effleurée tout à l'heure, c'est que cette façon de concevoir l'identité d'un individu comme une auto-comparaison, comme le fait d'être même que soi à chaque instant de notre vie, c'est un peu étrange. C'est un peu étrange d'aborder l'identité d'un sujet
en le faisant l'objet de sa propre comparaison, d'une comparaison avec soi-même. C'est un peu problématique, ça semble être un peu contradictoire avec le fait d'être un sujet qui agit, d'être à la fois sujet et objet d'une comparaison qui serait censée constituer sa propre identité. Et notre objection, évidemment, c'est cette dissociation radicale entre d'un côté l'identité physique et de l'autre côté l'identité psychique, même si elle permet de penser des cas d'altération de la conscience, des intermittences de la conscience. Notre vie psychique est tellement liée à notre corps, les interactions sont tellement grandes entre le corps et l'esprit, il y a de tels échanges, une telle intrication entre ce que nous sommes physiquement et ce que nous sommes psychiquement, qu'une pensée d'identité qui ne renvoie pas à l'unité de la vie humaine semble d'une certaine façon manquer quand même une dimension existentielle fondamentale de l'être humain. Il y a aussi d'autres objections qui ont été faites à Locke. J'en mentionne deux comme ça en passant, qui sont deux objections importantes. Il y a une première objection qui a été formulée par George Berkeley. Alors il pleut un peu, j'espère que je vais pouvoir continuer. Par George Berkeley, qui est un philosophe du XVIIIe siècle. Il formule son objection dans un dialogue qui s'appelle Alciphron. Que nous dit Berkeley? Berkeley prend l'exemple de trois périodes de la vie humaine, la période A, la période B, la période C. Alors je reprends après un épisode de pluie. On est fin juillet à La Rochelle, il fait frais et il pleut. Alors bref, je souhaitais présenter donc deux objections assez célèbres aux distinctions faites par John Locke et à sa démarche intellectuelle. Et donc j'avais dit que j'allais commencer par celle de George Berkeley. George Berkeley, donc philosophe du XVIIIe, qui dans un dialogue qui s'appelle Alciphron, présente l'objection suivante. Alors Berkeley nous dit, mais considérons trois épisodes d'une vie, d'une existence, l'épisode A, l'épisode B, l'épisode C, et considérons que en passant de A à B, donc d'une époque A à une époque B, un être, un individu pensant conserve la moitié de ses idées précédentes et acquiert une nouvelle moitié d'idées, c'est-à-dire de nouvelles idées qui remplacent une moitié des idées précédentes. Ça peut être des croyances différentes, des idées différentes, des conceptions différentes sur le monde, etc. Berkeley nous dit, mais B conserve assez de souvenirs de A et assez de choses en commun avec A pour s'identifier avec A, et donc A égale B. Et puis passons maintenant de B à C, et Berkeley nous dit, admettons que en passant de l'époque B à l'époque C, cet individu conscient conserve une moitié des idées qui, dans la période C, une moitié des idées qu'il avait dans la période B. Pareil, donc il change pour partie de conception, d'idées, de croyances, de sentiments, etc. Et donc il conserve assez de souvenirs pour s'identifier à la personne B. Donc B égale C. Mais Berkeley nous dit, admettons que les nouvelles idées qu'il acquiert en passant de B à C, pour moitié, qui remplacent pour moitié les idées que B possédait, admettons que cette moitié qui remplace une moitié d'idées que B avait, admettons que cette moitié nouvelle remplace les idées que B avait conservées de la période A. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en C, à l'époque C, il ne reste plus rien en termes d'idées, de sensations, de sentiments, de conceptions, de souvenirs, de ce que A possédait. Pourtant, on a bien A égale B et B égale C. Et donc, selon toute logique, on devrait dire, mais si A égale B et que B égale C, alors A égale C. Et pourtant, selon la théorie de Locke, si C n'a plus aucun souvenir de A et ne possède plus rien en commun avec A, alors il n'est pas égal à A. Ce que signifie Berkeley, ce qu'il veut montrer, c'est que finalement, si on fait de l'identité simplement une caractéristique de la conscience, alors on aboutit à des implications logiques qui sont contradictoires. Puis il y a une autre objection célèbre qui a été formulée par Thomas Reid, j'espère que je le prononce bien, dans ses essais sur les pouvoirs intellectuels de l'homme, Essays on Intellectual Powers of Man.
Et ce que dit Thomas Sweet, alors c'est à peu près la même chose que Berkeley sous une forme différente. Il prend pareil 3 époques de la vie, l'époque A, l'époque B, l'époque C. Il dit, admettons qu'un enfant, donc que l'enfant fasse un acte ou subisse quelque chose à l'époque A, et admettons qu'à l'époque B, cet enfant soit devenu un soldat qui fait un acte de bravoure sur le champ de bataille. À l'époque B, il a des souvenirs, le soldat, de l'enfant qu'il était à l'époque A, et donc il s'identifie à cet enfant, A égale B. Et puis en passant de B à C, donc on passe d'un moment où cet individu devenu adulte et donc devenu ce soldat qui fait un acte de bravoure, devient, en passant de B à C, un vieux général en retraite à l'époque C. Et ce vieux général en retraite se souvient de l'acte de bravoure qu'il avait fait sur le champ de bataille à l'époque B. Et donc Thomas Sweet nous dit, eh bien, d'après la théorie de Locke, B égale C. Oui, mais d'accord, mais Thomas Sweet nous dit, admettons qu'à l'époque C, le vieux général ait totalement oublié l'enfant qu'il a été. Selon toute logique, si A égale B et que B égale C, on devrait dire A égale C. Le vieux général est le même individu que l'enfant qui a existé autrefois. Et pourtant, d'après la théorie de Locke, si le général ne se souvient plus de l'enfant du passé, ne partage plus aucun souvenir avec lui, ne s'identifie à rien de ce qui fut la vie de l'enfant, il n'est pas l'enfant, il est un être psychique différent. Alors ces objections sont intéressantes, elles tendent à plaquer sur un même plan les différents moments d'une existence et à manifester des implications logiques qui seraient contradictoires avec la thèse de Locke. En réalité, ces objections ne sont pas tout à fait probantes. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, j'y ai consacré une partie de l'un des articles que j'ai rédigé, donc je renvoie celles et ceux qui seraient intéressés vers cet article s'ils veulent approfondir les choses. Mais ce qu'on peut dire, c'est que John Locke a contribué à la question de l'identité, à produire des distinctions intellectuelles qui sont très intéressantes. Alors évidemment, le débat sur l'identité a évolué et on va dire que la philosophie anglo-saxonne du XXe siècle n'a pas conservé véritablement la pensée de Locke. Je prends un auteur très célèbre du XXe siècle, qui est Derek Parfit, dans son livre Reasons and Persons. Et Derek Parfit, il opte plutôt pour une vision de l'identité qui est fondée sur une connexion. Si par exemple, d'un jour à l'autre, vous avez assez de souvenirs du jour précédent, et s'il y a assez de choses qui vous lient à celui ou celle que vous étiez le jour précédent, alors on peut dire que vous êtes le même individu. Et cela de jour en jour. Alors effectivement, si on prend un bout de la chaîne, vous quand vous étiez tout petit nourrisson ou enfant, qui commence à avoir des souvenirs, à pouvoir les conserver, et vous, en admettant que vous deveniez très âgé, peut-être qu'effectivement si on prend les deux bouts de la chaîne, la personne très âgée ne se souviendra plus d'une grande partie de son enfance peut-être, ou de beaucoup de choses qui la feraient s'identifier à l'enfant qui a existé autrefois. Mais ce que Derek Parfit nous dit, c'est qu'il faut insister sur le caractère, ce qu'il appelle la connectedness, c'est-à-dire le lien, la liaison, la relation de jour en jour, qui fait notre existence une chaîne d'identification et qui fait que nous restons le même ou la même de jour en jour. Il y a comme un lien, comme un tissu, comme une façon de tisser notre identité et qui fait que notre identité, elle a une part de transitivité, elle transite à travers cette chaîne d'identification. Et donc, le critère de Locke, qui est cette mémoire immédiate, qui fait que quand j'ai oublié quelque chose, un acte, je ne suis plus l'être qui a fait cet acte, cette vision est trop radicale peut-être pour être conservée, peut-être qu'il vaut mieux en rester à ce tissu de notre existence qui fait le lien pour nous de jour en jour avec la personne que nous avons été la veille. Voilà, en tout cas, Locke a beaucoup contribué à l'identité. J'espère que sa pensée vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est toujours avec plaisir qu'on peut lire une réaction sur son propre travail. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.